Bonjour à tous, bienvenue, salutations une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons écouter, alors peut-être pas la totalité, mais les 10 premières minutes, voire les 15 premières minutes de cette interview que le président Emmanuel Macron a pu mener avec un YouTuber que j'ai pu sélectionner là sur YouTube, sur la question de l'intelligence artificielle. Cette interview, je ne l'ai pas encore regardée et justement dans ce genre d'exercice, je préfère regarder avec vous en live ce qu'il a pu dire et comme ça me permettra d'avoir ma propre intervention là à l'instant et je vous dirai ce que j'en pense de cette déclaration. Abonnez-vous, likez et partagez. Je rappelle ici à celles et ceux qui me découvrent que ici sur cette chaîne, le thème principal c'est l'intelligence artificielle et surtout les nouvelles technologies de manière globale, mais l'IA pour l'heure actuelle c'est ça qu'elle vend en poupe et l'idée c'est de pouvoir vous accompagner pour et surtout les jeunes diplômés, fraîchement diplômés, à se lancer dans l'IA avec une certaine manière délicate et une finesse dans la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Donc, savoir intégrer les outils tels que ChatGPT, Midjourney, Gemini, Perplexity, Claude, etc. dans des systèmes d'architecture bien robustes et ne pas dégrader les performances du système. Sur ce, commençons le sujet de la vidéo et écoutons ce qu'il a pu dire dans ses premiers échanges. Sur ce sujet-là. Et depuis quelques jours, on dirait même que vous êtes le VRP de Mistral. Vous en parlez beaucoup. Question toute simple, vous utilisez l'IA générative au quotidien, vous, et vos équipes. Qu'est-ce qu'ils en pensent aussi? Alors, les équipes, elles ont de l'IA, par exemple à l'Élysée, dans les services qui traitent les données, etc. Elles utilisent l'IA et elles ont un modèle français, d'ailleurs, développé avec plusieurs startups françaises et solutions françaises. On a appelé Marianne. Et à côté de ça, les équipes... Alors, Mistral, donc, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais en France. Et je dois dire et reconnaître, en tout cas pour même les experts qui utilisent l'IA au quotidien, les large language models, les grands modèles de langage, que Mistral, pour l'instant, je précise bien, à l'heure où je produis cette vidéo, fait vraiment concurrence avec les modèles Llama chez Meta, etc. Mais toujours est-il que de ce qui se dit dans le milieu et de ce que je constate également, Mistral n'a pas autant aussi d'investissement, de puissance financière comparé aux géants tech américains. Bon, on peut raisonnablement comprendre ceci. Toujours est-il que l'idée dans cette interview de ce que j'avais pu comprendre, c'est de pouvoir poser la question au président Emmanuel Macron pour qu'il puisse répondre sur la stratégie de la France face aux géants américains. Comment est-ce que la France ne devrait pas perdre cette course une fois de plus, parce que déjà les technologies auparavant, la blockchain, Internet, déjà on avait perdu cette bataille-là. Donc c'est le but de l'objectif, c'est le but de l'objectif bien évidemment et le but de cette interview en l'occurrence. Par exemple, on fait, je crois que c'était lundi dernier, un tweet qui était fait avec de l'IA, avec le chat. Ah oui. Il y a eu aussi les deepfakes pour les dénoncer en tournant en dérision à travers une vidéo. Mais exactement, mais il y a eu aussi l'utilisation justement de l'IA pour faire un tweet qui montrait d'ailleurs la croissance du nombre de startups. Donc elles l'ont fait là pour montrer, pour avancer, mais oui, on l'utilise pour essayer d'être plus efficace, avec un cadre aussi très très souverain, très protégé, parce qu'évidemment c'est l'Élysée et ce sont des données sensibles et c'est une administration qui a des exigences particulières. Alors, moi, avant de continuer, j'aimerais peut-être j'aurais aimé que, lorsqu'il dit que ses équipes à l'Élysée utilisent l'IA déjà, que à minima, donc Marianne qui a été citée l'IA en question, que l'Élysée quand même fournisse des jeux de données, peut-être pas à la totalité bien évidemment, mais dans une certaine moindre mesure. Comment est-ce que cela a été entraîné, sur quel échantillon de données, sur quelle base, etc. Est-ce que c'est les données de l'INSEE, à quel moment? Un peu plus de détails. Là, dit comme ça, c'est un peu vague. Ni vous ni moi ne pourrons réellement challenger ce qu'il dit, si c'est véridique ou pas, à quel point. Donc, il n'y a pas vraiment véritablement de données plus détaillées que ça. Et en plus de ça, c'est pas assez par rapport au modèle américain. On constate que ce qui fait vraiment la force aussi des Américains, c'est que ce n'est pas uniquement le simple fait de produire un outil, de mettre un outil sur le marché, mais il y a une certaine forme de campagne marketing également qui accompagne le lancement du produit. Et Steve Jobs déjà savait très bien le faire, savait très bien faire ce genre de mise en scène. Et donc en France, je pense que n'ont pas encore entendu parler de Mistral.
à moins que voilà, vous travaillez dans le domaine de l'IA de manière plus générale, mais si je vous dis ChatGPT, je pense que ça vous parle tout de suite. Vous savez tout de suite de quoi il s'agit. C'est ça la différence fondamentale entre les Américains et le reste du monde entier. À ce niveau-là, on a encore des choses à apprendre vis-à-vis des Américains. Poursuivant quand même l'intervention du président. À titre personnel, vous en avez essayé certains? Alors moi j'en essaye, j'ai une tablette à côté où j'essaie de voir pour suivre un peu les innovations, où j'ai le chat, etc., où j'ai regardé quand aussi DeepSeek est sorti, où j'utilise et j'essaie de suivre les uns et les autres pour un peu voir. Mais je peux pas dire que je l'utilise pour faire des choses, je fais pas des discours avec de l'IA ou autre. C'est jamais. Des mails? Non, je fais pas de mail du tout. On vous les fait? Ça me simplifie la vie. Non, j'en ai plus depuis que je suis président. Vous serez d'accord avec moi, la France a d'incroyables scientifiques, d'incroyables ingénieurs très compétents, de très bonnes idées, mais aussi une tendance peut-être à s'auto-saboter. Ça fonctionne moins bien qu'aux États-Unis, de toute façon on a perdu d'avance, ça va finir comme Dailymotion, on a pu entendre ça. Alors Dailymotion c'était le concurrent de YouTube à l'époque, et d'ailleurs de mémoire YouTube voulait racheter Dailymotion. C'était Arnaud Montebourg à l'époque ministre qui avait empêché quelque part la vente, le rachat de Dailymotion auprès de YouTube. Mais sauf que derrière, il n'y a pas eu des évolutions qui ont suivi. C'est bien beau de vouloir prétendre être souverain, numériquement à minima. Bon, je crois que même si géopolitiquement, on peut également s'inquiéter. Mais si on reste sur le terrain numérique, si on se dit puissant et vouloir compétir face aux Américains, aux géants de la tech, faudrait assumer et véritablement mettre les fonds, de l'argent, de la puissance financière, au même titre que ces géants américains en font pour pouvoir aider le start-up OpenAI, Google, etc. D'accord? Mais à l'époque, Dailymotion avait le vent en poupe, était véritablement devant YouTube. Sauf que aujourd'hui, quand on fait un bilan, on constate que Dailymotion ne représente plus rien parce que derrière, il n'y a pas eu cette continuité de voir le futur, d'épouser les prochaines évolutions et d'intégrer les nouvelles, de suivre la logique du marché, tout à fait. Donc, c'est la crainte également qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de Mistral par rapport aux géants de la tech tels que OpenAI, Gemini et Claude chez Anthropic. De startups françaises qu'on met souvent en avant. À votre avis, est-ce que il existe une sorte de French bashing un petit peu? Écoutez, je pense que c'est plusieurs choses, mais on a, comme vous l'avez dit, on a plein d'atouts. Donc moi, je regarde plutôt devant et j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que parfois on n'a pas réussi. Mais il y a plein de fois où on a réussi. La France est un pays très créatif. C'est à la fois un pays d'ingénieurs, mais aussi de grande créativité, d'artistes, de gens qui ont des compétences très diverses. J'ai souvent dit à l'étranger. Alors, je suis en partie d'accord. La France, évidemment, a des atouts, évidemment, dans la recherche, dans le côté scientifique, dans l'apprentissage des sciences dures, en mathématiques, et son système que, particulièrement, je mets toujours en avant parce que je suis passé par là, par les classes préparatoires scientifiques. Sauf que je suis effaré, je suis plutôt désolé de constater que de plus en plus, ce système-là est en train de tomber en décrépitude. Le système des classes préparatoires scientifiques où l'on formait véritablement déjà des jeunes esprits brillants mathématiquement, en sciences physiques également, de se préparer aux grandes écoles d'ingénieurs, voilà, les Mines-Ponts et Chaussées, Centrale et Polytech et tout le reste. De plus en plus, les jeunes ne veulent plus aller en classe préparatoire scientifique, veulent aller en voie d'alternance, en école de commerce. Cela peut se comprendre dans une certaine moindre mesure parce que, compte tenu des débouchés, de ce que les entreprises également attendent en sortie, le jeune également qui va en classe préparatoire scientifique, aujourd'hui, n'a plus la même patience qu'à l'époque, donc que ceux qui l'ont précédé. Et c'est dommage parce que de plus en plus, ce système-là est en train de se perdre. Donc cette logique effectivement de former les jeunes esprits, les jeunes talents brillants, que ce soit à Centrale, Mines-Ponts et tout le reste, j'en ai vu et j'en travaille avec certains de collègues qui sont passés par là, moi également pareil. Le souci, c'est que de plus en plus également, ces jeunes talents ne restent pas en France pour la plupart. La plupart vont à l'étranger. Les meilleurs, au top de la crème, s'en vont à l'extérieur pour plusieurs raisons, une fois de plus, mais principalement déjà l'aspect du salaire et également aussi le cadre de vie et les projets innovants dans lesquels
ces jeunes talents voudraient travailler. Ce que la France n'offre pas, tout particulièrement comparé aux géants en Asie et aux États-Unis. Mais pour l'heure, globalement, sur l'aspect de formation, la France forme encore mathématiquement des esprits brillants, mais comme je le dis, le bémol derrière, c'est que ces esprits brillants et ces chercheurs au CNRS également ne restent pas pour la plupart, pour la simple bonne raison, ils ne sont pas accompagnés par la structure étatique. Les anglo-saxons ne savent pas que le mot entrepreneur qu'ils utilisent est un mot français. Donc il y a ces talents-là. En plus de ça, on a une force qui nous est reconnue à l'international. On est très fort en maths, on a des vrais génies en maths, on a une école de mathématiques française qui est très important pour préparer des data scientists ou des experts et qui est très utilisé. Donc je pense qu'on a tout pour réussir. Et qu'est-ce qui explique cette sorte de méfiance vis-à-vis de ce qui est français? D'abord, on a, je crois, un problème culturel avec l'échec. Ça, c'est assez français. Et ça commence dès l'éducation. C'est qu'on a une forme d'éducation, une forme d'esprit où on travaille d'abord moins en groupe et on stigmatise beaucoup plus l'échec. Ce qui veut dire que quand on échoue, c'est vraiment pas bien. Or, pour entreprendre, pour réussir, faut échouer plein de fois. Oui, donc je suis d'accord également ici avec cet argument. Bon, tout le monde le sait en France. L'échec est mal perçu. L'échec est mal vécu. Dès le bas âge même déjà. Donc, quand un enfant essaie de faire quelque chose, tout de suite on dit arrête, tu vas te casser la gueule, tu vas échouer. Et il y a déjà cette forme d'intériorisation de l'échec en soi. Et je le disais en faisant le lien avec le fait que même si pour le système des classes préparatoires scientifiques a jusqu'ici permis à la France d'arriver à un niveau mathématique de sciences de l'ingénieur beaucoup plus grand, ce que l'on constate, c'est que comme l'échec est de plus en plus mal perçu, a toujours été visiblement, les jeunes d'aujourd'hui n'ayant plus la même patience, n'ayant plus la même abnégation et étant également très distraits avec les réseaux sociaux et tout le reste, ne veulent plus faire des sciences mathématiques parce que ça demande de la rigueur, ça demande de la patience, ça demande de l'attention. Et donc, aller en classe préparatoire scientifique pendant 2 ans, ça va, alors, pour la plupart se disent, je vais perdre du temps, en fait, pour pouvoir après faire une école d'ingénieur et obtenir un diplôme d'ingénieur. Et pour certains, c'est quelque chose d'assez très négatif, c'est très marqué, très connoté négativement, parce que également le système également donne cette impression-là. Donc voilà ce qui déjà fait que les jeunes intériorisent ce mal-être. En plus du fait que culturellement, on intègre déjà dans la logique que l'échec n'est pas quelque chose de positif, alors que plus on va échouer, plus simplement on va apprendre de nouvelles choses et par conséquent, c'est une expérience vécue. Dans tous les cas, l'échec est mal perçu. Dans le cadre de l'entrepreneuriat également, comme il le disait, alors moi j'ai envie plutôt de lui répondre que c'est d'abord la puissance de l'État étatique qui freine l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs aujourd'hui sont matraqués fiscalement. À peine vous avez lancé votre boîte, simplement créé votre cabis, votre extrait, vous recevez tout de suite déjà les impôts qui vous demandent une déclaration de TVA, etc. Alors que vous n'avez même pas encore fait un chiffre d'affaires. Contrairement aux pays anglo-saxons ou même en Russie d'ailleurs, où on vous laissera quand même un certain temps pour que vous puissiez vous faire votre bénéfice et après, maintenant, l'État pourra venir à votre porte vous demander quoi que ce soit. Sauf qu'en France, ce n'est pas le cas. Mais continuons la suite de son argumentation. Il faut rebondir. C'est-à-dire, celui qui entreprend et qui réussit à faire un grand champion, un géant, c'est pas quelqu'un qui a jamais raté. C'est pas vrai. Faut pas se dire ça une seule seconde. C'est quelqu'un qui a sans doute raté 5, 10, 15 fois, simplement il s'est relevé une 16e fois, il a appris de ses 15 erreurs. Et dans notre mentalité, dès qu'on trébuche, regarde toute la polémique qu'il y a eu sur Lucie, dès qu'on trébuche, c'est terrible. Non, donc faut... Alors, de mémoire, par rapport à l'anecdote, par rapport à Lucie, c'est que quelqu'un avait posté, plusieurs personnes, internautes avaient posté sur Twitter, X, des captures d'écran de Lucie n'étant pas capable de répondre à un simple calcul mathématique. Et cela avait véritablement marqué un coup très très négatif sur la mise en place, la capacité des ingénieurs de la France de pouvoir véritablement mettre sur pied une IA intelligente. Voilà. Accepter, pas simplement un droit à l'erreur, mais en quelque sorte une nécessité d'apprendre de ces erreurs pour rebondir.
Bon, donc ça c'est culturel. L'autre chose, c'est il y a une plus grande aversion à l'innovation, à l'utilisation de l'innovation. En tout cas, je dirais qu'on est une population qui est sans doute plus prudente. Même le traitement médiatique est intéressant. C'est-à-dire que les moments où on parle le plus d'IA, c'est souvent sous un prisme de l'inquiétude. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des inquiétudes? Alors oui, il y a une aversion à l'innovation parce que quand vous regardez l'écosystème américain, comparaison encore une fois de plus n'est peut-être pas raison, mais de manière dans une proportion, dans une structure bien proportionnelle. Quand vous regardez aux États-Unis, l'innovation est vraiment fait partie d'un plan politique de tout l'arsenal politique, quel que soit le parti au pouvoir, les républicains, les démocrates. Donald Trump carrément peut parler de l'intelligence artificielle, utilise l'intelligence artificielle, est capable de venir vous donner. Alors quand je dis est capable, c'est on s'entende bien, de vous faire donner envie d'aller utiliser ces outils-là. Le président américain, de par sa statue, a déjà cette forme, je dirais, de propension à mettre les innovations en avant. Contrairement où les présidents en France, alors Macron peut-être pour donner crédit, est quand même le seul comparé aux autres présidents, Sarkozy, Chirac et Hollande, qui est quand même porté un tout petit peu vers ce secteur d'avenir, aller vers les jeunes, aller vers l'innovation. Bon, voilà, à ce niveau-là, quand même, on ne peut pas lui reprocher cela. Toujours est-il que, de manière générale, en France, dans les journaux, le journal du 20h, vous ne voyez pas une section, à un moment donné, où l'on parle de l'IA avec une certaine forme d'envie, de vouloir proposer des innovations, de donner réellement les outils et toute la compréhension nécessaire au grand public de se lancer véritablement dans l'intelligence artificielle. Comme l'intervieweur a pu le dire, en général, lorsqu'on parle de l'IA, ce sera toujours avec un prisme un tout petit peu négatif, connoté négativement, ce qui rebute donc effectivement le citoyen en dernière instance de se lancer dans l'IA, de se lancer dans l'intelligence artificielle. Donc, voilà les éléments qu'il faudrait intégrer et comprendre le frein ou le retard potentiel de la France toujours vis-à-vis des géants américains. Légitime. Il y en a. Mais après. Le réchauffement climatique, par exemple, ou des questions de oui. Je crois qu'il y a des inquiétudes légitimes, mais donc, au-delà de ces peut-être biais culturels qu'il y a, je le dis souvent pour donner la comparaison, c'est ce qu'on a eu au moment des robots. Dans les années 90, quand les robots sont diffusés dans les industries, on a été beaucoup plus réticents parce qu'on a dit justement tout de suite, oh là là, ça va détruire des emplois, donc on les diffuse moins. Bilan des courses, on n'a plus désindustrialisé. Et les pays qui ont diffusé les robots, ont gardé beaucoup plus de production et d'emplois chez eux. Donc, vous voyez, il y a une forme de paradoxe. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'on a tout pour réussir sur l'IA. On a tout pour réussir cette bataille et on a déjà des champions. C'est pour ça que je les cite beaucoup, vous l'avez dit. Mais Alors, on a tout pour réussir, mais encore faudrait-il donner les moyens aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux développeurs qui développent ces solutions d'intelligence artificielle, donc Mistral en particulier, pour toujours rester dans la course de la bataille contre ChatGPT, les géants américains. Je ne suis pas sûr que cela est en train d'être fait sur ce volet-là. J'entends bien des déclarations, mais derrière, je ne vois pas concrètement des mises en place de moyens pour que cela puisse être accompagné d'actes, d'actions. Partie des rares pays d'Europe qui avons un modèle de langage, un vrai LLM avec Mistral et donc le chat qui était sorti. On a des vraies applications et des vrais acteurs très forts dans des domaines. Vous prenez un Doctolib dans la santé, il se développe partout en Europe, il n'y a pas d'équivalent. L'Allemagne utilise Doctolib et beaucoup d'autres pays. On a des Alan aussi sur la santé, des Hawkin pour après la recherche dans le cancer. On a des tas de diffusions qui sont en train de se faire dans la mobilité ou d'autres et des partenariats qui sont signés à l'occasion de ce sommet. Et puis on a, je ne vais pas tous les citer parce que j'y arriverai pas, mais de Pigment, Hugging Face ou autres, des startups formidables. Simplement maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit passer à l'échelle et accélérer. Parmi les annonces qui ont marqué, il y a eu notamment, donc je les ai mentionnées, ces 109 milliards d'investissements. Est-ce que vous pouvez développer un peu d'où vient ? Alors, 109 milliards, pour moi, c'est assez faible, hein.
comparé au budget américain. Vous allez me dire la taille, le budget américain, le fait également du financement, pas le privé aux États-Unis n'est peut-être pas la même mentalité, la même structure qu'en France, mais toujours est-il que 109 milliards pour un État tel que la France, pour un État qui voudrait se doter d'une véritable intelligence artificielle, structure et écosystème de l'innovation autour de l'IA, 109 milliards, c'est très faible, hein. C'est très très faible. Cet argent, il y a beaucoup d'inquiétudes sur d'où ils viennent. Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public. Nous, sur l'IA, on aura mis au total près de... Je pense que si on réduisait un tout petit peu le budget, la dépense publique de l'État, tous les salaires des fonctionnaires, des ministères, etc., des postes dans lesquels il y a du cumul de mandats et également plein d'avantages que vous voyez. Je pense qu'on pourrait aller taper là-dedans dans ce budget pour financer et augmenter le budget de la recherche et de l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Mais ça, encore, faudrait-il avoir le courage et véritablement l'envie de le faire. Sauf que je ne constate pas ça. Je ne vois pas ce genre d'action. Mais qui va financer ça? Alors, d'après ce que nous dit, c'est le privé. Mais vos impôts en feront partie également. Une part de vos impôts. 7 milliards depuis le début, depuis la première stratégie que j'ai lancée en 2018. Mais on a investi, et puis là, on a une nouvelle stratégie qui se déploie avec France 2030. Donc, on met de l'argent public pour des chaires d'excellence, pour nos clusters IA, pour notre recherche, pour développer aussi. Alors, donc 109 milliards pour les clusters. Les data centers, moi, je ne vois pas déjà la bataille du cloud. La France a raté cette bataille-là. Aujourd'hui, quand vous parlez du cloud, on vous parle en général du Big Three. Donc, Amazon, AWS, Google et Microsoft Azure. Donc, mettre de l'argent dans l'écosystème autour de l'intelligence artificielle, c'est aussi investir dans des data centers, dans véritablement des structures hyper géantes capables de traiter la donnée avec des GPU assez puissants. En France, on a perdu déjà cette bataille-là. Et si on parle de l'IA, il faudra également allouer du budget sur cette partie-là, parce que les deux vont de pair. 109 milliards, encore une fois de plus, pour moi, c'est très petit. Bon, je vais peut-être avancer un tout petit peu on a vu donc la question du financement. Prenons également peut-être, bon, là, pareil, une autre question beaucoup plus importante. Alors, est-ce que la France se réveille trop tard? Et ça paraît technique, mais c'est hyper important. Pour les ingénieurs qui nous écoutent, peut-être que certains seront un peu perdus. Non, mais c'est hyper important. Et s'ils sont ingénieurs, enfin, tout le monde, je pense, peut comprendre. C'est en vrai, aujourd'hui, vous avez les choses pour vraiment se dire on veut prendre le moins de risques possible. Et donc, on a complètement sorti nos banques et nos assurances du financement en fonds propres. Et donc, du financement de nos entreprises, ce qui permet d'en garder le capital, ce qui est un élément de souveraineté, et encore plus du financement de l'innovation. Et donc, toute cette épargne qu'on a, elle est concentrée essentiellement sur du financement d'obligations européennes, et donc de la dette des États ou des entreprises, européennes ou étrangères. C'est beaucoup moins rentable. C'est moins risqué, mais c'est moins rentable. Et en plus de ça, que des entreprises comme des Mistral, etc., n'arrivent pas à avoir des tickets. On n'a pas des tickets exacts. Alors, on peut aller jusqu'à quand même plus de 100 aujourd'hui avec ce qu'on a développé, mais on n'a pas assez de profondeur de marché. Mais ils doivent aller chercher des investisseurs américains. Alors là, il parle de tout le mécanisme du financement, de toute la mécanique, c'était bien ce que je voulais dire, de la manière dont les startups françaises devraient se financer pour avoir du cash flow. Et donc, pour être véritablement rester pertinente dans la course face aux géants américains. Exactement. Et donc, le cœur de la bataille, ce qu'on doit faire, nous, ce qu'on pousse pour que la Commission européenne le fasse, c'est changer ses règles prudentielles et s'aligner à peu près sur les Américains. C'est un peu technique, ça s'appelle BAL et Solvency, mais c'est permettre de réinvestir une partie de l'épargne qu'il y a dans les banques et les assurances dans l'innovation et dans les fonds propres. Ça aura un effet massif tout de suite. La deuxième, c'est un grand plan de titrisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on permet de mettre dans le bilan de ces instituts. Bon, il essaie un peu de nous amener dans son domaine de l'économie, bien que il utilise quand même. Bon, il aurait pu faire plus simple, bien évidemment, mais c'est compréhensible en tout cas. Et dans la logique de manière plus globale ici, c'est toujours
aller chercher de l'argent, que ce soit dans les banques, dans les fonds propres et à l'international, d'après la titrisation, voilà, les titres des actions, les obligations. Alors, je crois qu'il en a parlé un peu plus tard sur la dette française, etc. Dans tous les cas, c'est toujours où trouver de l'argent pour financer des projets IA au sein des startups françaises. Prenons une autre question un peu plus intéressante. Proportion est exactement écrasante. Alors, il faut remettre en proportion, parce qu'il faudrait l'Europe par rapport aux USA. C'est la conséquence de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que nous, comme gouvernement, on a fait le job. Rapporté au gouvernement, on a fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a développé des clusters, on a développé des formations, on a développé y compris des startups. On les a beaucoup aidés. On a développé des programmes. On a au total entre 5 et 7 milliards qui sont alloués sur ces spécificités dans France 2030. Et ça, je l'ai fait dès la sortie du Covid. Mais donc, dès 2017... on lance une stratégie IA. Ensuite, on la pousse au niveau européen. Et là, on met le boost. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'écart s'explique par quoi? L'argent privé. Et donc, nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir plus d'argent. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas déployer votre politique. Vous ne pouvez pas avoir les moyens de votre politique. Voilà encore quelque chose qui va faire défaut dans cette course de l'IA, dans cette bataille entre les géants américains, asiatiques également, bien sûr, indiens aussi, comparé à la France. L'argent privé mobilisé, donc il faut qu'on libère toute cette épargne qu'on a en Europe pour qu'elle aille sur l'innovation. C'est la réforme que je veux qu'on mène, que je vous ai décrite à l'instant. Elle peut paraître technique, mais elle explique cette différence. Et il faut derrière qu'on encourage l'écosystème, qu'on pousse nos grands financeurs. Vous avez des Amundi, des Tikeo, des Ardian qui sont sur ce secteur. Il faut les aider à y aller encore davantage. Et derrière, il faut que les grands groupes aussi européens jouent le jeu. C'est ce que je leur ai dit. Ce qui va nous permettre d'accélérer. Un Microsoft, quand il décide d'avancer, il va chercher la fondation à l'époque de OpenAI et lui donne un coup de booster parce qu'il l'accroche à toute son offre. Donc moi, j'appelle aussi ici que tous les grands groupes européens fassent du patriotisme européen, c'est-à-dire aident nos... Mais le problème, c'est que, ce qu'il ne dit pas, ou bien ce qu'il n'a pas eu le temps peut-être de dévoiler, c'est que les géants européens, encore faudrait-il que ces géants européens se sentent véritablement européens. Parce qu'on a beau parler de la construction européenne, mais vous prenez en Allemagne, par exemple, certaines grandes startups également qui sont dans l'IA. Les entreprises allemandes, prioritairement, le Big Four, vont investir dans les startups allemandes et pas dans les startups françaises. Et ça, je pense que, alors, ils se trompent un tout petit peu à ce niveau-là, selon moi. Parce que, évidemment, il part dans un principe que la construction européenne est quelque chose qui est déjà ancré dans tous les esprits des décideurs au sein des grandes entreprises européennes. Sauf que non, dans les faits, on constate pas cela. Chaque pays essaie d'avancer avec les startups de son pays en question, respectivement. Nos startups a décollé. Ce qui a été annoncé, par exemple, au sommet, quand Peugeot et Citroën décident de mettre Mistral comme assistant opérateur embarqué dans les véhicules, ça change tout parce que c'est des centaines de millions, demain des milliards de contrats pour Mistral, et puis ça va diffuser la pratique et lui permettre d'être plus fort. Et donc nous, on a besoin de deux choses pour qu'on ne soit pas décroché. D'avoir de la constance. Donc d'abord, on a vu tôt. C'est moi qui ai demandé ce rapport. Donc on était là, on n'a pas attendu les grands sommets, on les a organisés. Alors toujours un peu se mettre en avant, vous avez compris, bien évidemment. 2, c'est d'avoir de la constance, de ne pas lâcher les choses. 3, de garder une politique fiscale et économique qui soit pro-business et pour l'innovation. Et à chaque fois que vous entendez des débats... Alors, la politique pro-fiscale, je ne suis pas sûr que cela se vérifie dans les faits. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais pour celles et ceux qui m'écoutent et qui vont regarder cette vidéo, essayez de m'apporter en commentaire, bien évidemment, une forme d'information beaucoup plus crédible. Cela permettra d'enrichir le débat. Mais là, je reste dubitatif, en tout cas, même si je n'ai pas les chiffres. Parce que, de manière générale, je ne vois pas dans l'innovation autour de moi cette politique, cet élan de vouloir permettre l'éclosion des nouvelles startups sur le marché autour de l'intelligence artificielle. Pas le système étatique. Où les gens se disent on va taxer les family office, les gens qui investissent dans l'innovation. Rappelez-leur, vous ne pouvez pas aimer l'IA et vouloir que ça change le monde et faire l'inverse quand il s'agit de politique fiscale. 4, libérer le capital en Europe. Et donc avoir une politique pour avoir nos fonds de pension européens,
pour pousser nos banques et nos assurances à aller vers le risque et l'innovation. Et 5, que nos grands groupes soient patriotes. À chaque fois qu'il y a une solution d'IA française européenne, qu'ils l'adoptent, qu'ils l'achètent. En fait, ça c'est intéressant pour l'IA, mais... En vrai, ça marche pour plein d'innovations. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, parfois je trouve qu'on traite l'IA avec comme si c'était un sujet isolé, alors qu'en fait l'IA en amont, elle est permise par les puces de calcul et la donnée, donc des... Voilà, le matériel, les microprocesseurs, etc., le matériel Nvidia aujourd'hui qui est un géant mondial, connu pour fournir aux entreprises dans l'IA du matériel hyper haut de gamme. Data center, et ensuite elle est utile à la fin, pas toute seule, mais dans les applications du logiciel. Or, sur ces deux volets-là, que ce soit le cloud et les logiciels, la situation française, en fait, elle est plutôt catastrophique. En fait, vous voyez vous-même, en fait, quand vous avez compris réellement l'état de la situation en France de manière globale, les choses coulent comme l'eau de roche. Je l'avais déjà dit. Et, enfin, ceux qui ont un tout petit peu regardé l'écosystème français constatent que le cloud, on a perdu la bataille du cloud. Et aujourd'hui, toutes les entreprises sont dans le cloud. D'accord? Et donc le Big Three dont je vous ai cité, Google, Amazon, Microsoft. Et l'IA aujourd'hui, vous ne pouvez pas entraîner vos IA si vous n'avez pas de la data, du big data. Et faites tourner tout cela, il vous faut donc de la puissance de calcul. La puissance de calcul, vous l'avez à travers le cloud notamment. D'accord? Et sauf que en France, on n'en a pas. Donc ça pose un problème de souveraineté. Et 109 milliards d'euros, c'est trop faible en fait pour uniquement allouer comme budget pour l'IA. Alors, bon, continuons déjà et je donnerai plus d'informations par la suite. Les 3 hyperscalers US, donc AWS, Microsoft et Google, ils captent 80% de la croissance du cloud public en France. Et il y a 2 semaines, on a entendu par exemple le patron de la BPI déclarer « La bataille du cloud est d'ores et déjà... » En fait, ici, concrètement, ce que ça veut dire, c'est quoi? Quand on dit que mondialement, le cloud est dominé par ces 3-là, donc AWS, Amazon et Google, GCP, ça veut dire que si demain, le gouvernement Trump ou le gouvernement démocrate, etc., peu importe, vient à modifier une politique de confidentialité ou une politique vis-à-vis de ces startups, enfin, qui en restent des géants américains, du reste du monde entier, notamment l'Europe et la France en particulier, cela peut tuer n'importe quel business là d'ailleurs qui utilise ces data centers, parce que les États-Unis peuvent à tout moment évoquer une question de défense nationale ou de politique nationale, intérieure, tout ce que vous voulez. Donc, être souverain de son cloud, c'est le début, c'est un pied fondamental dans la souveraineté de son écosystème autour de l'intelligence artificielle. C'est bien, vous pouvez déjà commencer à faire de l'IA, compétir avec ces géants-là, mais n'oubliez pas, si vous n'entrez pas dans le secteur de la création de vos data centers, vous-même, contrôlez en on-premise, vous-même vos data centers, vous ne pourrez pas vous prétendre intégralement souverain, contrairement aux États-Unis où, si vous avez constaté, Donald Trump a mis en place donc déjà avec OpenAI et Oracle, ces grandes structures, la mise en place et la construction de nouveaux data centers pour pouvoir héberger encore des services beaucoup plus gourmands en énergie. Les prochaines IA qui arrivent, qui viendront sur le marché, on parle là de plus en plus des agents intelligents et avec la combinaison de l'IA générale et des capacités émergentes, cette habilité pour la machine de pouvoir, à un moment donné, de s'auto-évaluer, de s'auto-corriger sans l'intervention humaine. Tout cela demande une puissance de calcul encore supplémentaire, encore gigantesque que ce que nous avons aujourd'hui. Et si la France ne possède pas cette partie-là, c'est un peu jouer jouer au football avec un seul pied ou voilà, ne pas avoir de tête, d'accord? Tout cela va conditionner la course, cette bataille. Est-ce qu'il y aura rattrapage ou dépassement vis-à-vis des Américains? Et je vous en donne déjà les éléments sur lesquels la France devrait se positionner, l'État français devrait se positionner pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, de rester pour l'heure dans le même troupeau que les startups, les géants américains. Poursuivons. Déjà à peu près perdu. Ce qui est quand même impressionnant, on dirait que les décideurs, ils voient un peu les ruptures technologiques comme des vagues. Et si on en a raté, en fait, on peut attraper la suivante. Mais en fait, c'est un peu un fantasme parce que ça marche pas en vagues. C'est des interdépendances, c'est des chaînes de valeur qu'on crée. Alors après, moi je dis jamais que c'est perdu. Je pense que c'est une erreur. Sur le cloud, on s'est bien battu tout seul.
Comment vous expliquez quand même ce constat d'échec? Non, mais parce que... Bon, je vais pas laisser trop parce que je pense que vous avez déjà compris l'analyse derrière, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que je travaille dans le domaine et ce que je constate, et même quand vous observez un tout petit peu, ne serait-ce qu'avec un peu de recul, vous voyez ces schémas, ces motifs qui se répètent à chaque fois. À chaque fois qu'une nouvelle technologie, une nouvelle innovation arrive sur le marché, en France particulièrement, il y a bien sûr cet auto-sabotage parce que rien n'est mis en place en fait, rien n'est concrètement. Alors, ce sont des discours. Là, c'est très bien beau cette interview. Il y a de l'envie, il y a de la passion, mais allez regarder. Donc là, il disait que le plan a été mis en 2017, mais aujourd'hui nous sommes en 2025. Je vous mets au défi de regarder réellement ce qui a été fait. Vous allez voir qu'il y a un gros décalage avec ce qu'il a dit dans cette interview. C'est ça qui est déplorable, c'est qu'en France, on ne fait que parler, fait des discours, éloquents, etc., fait des assemblées, voter même des lois, mais derrière, rien n'est respecté, rien n'est suivi des faits. C'est dommage, mais le monde est ainsi. Donc la dépendance française au cloud US, oui, c'est quelque chose qui est là, qui est visible, et qui fera en sorte que la France probablement va perdre encore une fois de plus, et hélas, la bataille de l'intelligence artificielle vis-à-vis du reste, des US. Avançons, prenons une autre question encore un tout petit peu. Alors, le patriotisme économique existe-t-il? Bon, cela m'intéresse peut-être pas trop. Alors, l'écosystème, voilà. Changer de paysage. L'écosystème des startups françaises. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous levez beaucoup plus de tickets et beaucoup plus gros qu'il y a 10 ans. Ces dernières années ont été dures. Elles ont été dures partout pour beaucoup de startups parce qu'il y a eu des valos qui ont été revus et un marché plus dur. Mais on lève en France et en Europe, on a une profondeur de marché du Business Angel au Sofinova jusqu'à un Amundi, un Tikeo, un Ardian. On a créé un écosystème et il y a quelques années, on a lancé une initiative dite Tibi où on a créé des fonds justement appelés scale-up, c'est-à-dire des fonds qui permettent de lever des tickets un peu plus gros, qui vont entre 10 et 100 millions d'euros, et qui ont permis une accélération de tout ça. On a monté un Tibi 2 pour lever des fonds plus grands, et donc là où il y avait une faille de marché en France, c'est-à-dire vous n'arriviez pas du tout à lever des tickets à 20, 30, 50 millions, aujourd'hui vous avez une offre. Simplement quand vous allez très vite sur certains marchés, cette offre elle n'est pas encore assez profonde pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Donc nous, Européens, on doit faire nos fonds de pension européens. On doit beaucoup plus aller sur les marchés et on doit simplifier la vie de nos investisseurs institutionnels pour qu'ils mettent beaucoup plus d'argent. Mais ça, c'est maintenant. Moi, mon but, c'est de bouger ces règles-là dans les quelques mois qui viennent et qu'on accélère. Mais le système, il s'est déjà transformé. Simplement, ce que vous dites, c'est pour aller encore plus haut et plus fort. C'est mon but aussi. C'est leur but aussi à tous les jeunes ou moins jeunes qui sont dans ces entreprises. Et donc, il faut qu'on leur donne en Europe l'écosystème. Et donc, moi, j'ai 2 batailles en Europe. C'est qu'on arrive à avoir ces fonds de pension européens et toutes ces simplifications de règles qui permettront d'avoir du capital qui s'investit. Et la deuxième chose, c'est que on intègre beaucoup plus le marché européen. C'est-à-dire que quand vous... Alors, pour parler de cet aspect de financement d'investisseurs, de business angels, en France, par exemple, si je prends la structure de BPI France, le problème fondamental qui pêche réellement dans le fait de lever des fonds conséquents, surtout pour des projets ambitieux, c'est que il y a une certaine forme déjà. Premièrement, quand vous venez avec un projet, on vous demande de remplir une paperasse, en fait, le millefeuille administratif, d'accord? Ça vous freine déjà. Donc, vous devez remplir tout un tas de conditions, tout un tas de papiers administratifs pour justifier l'état de votre projet. Je suis passé par là. J'ai monté des entreprises, des startups, malheureusement, qui n'ont pas marché, mais toujours est-il que j'ai appris cela comme expérience. Première chose. Deuxième chose, il y a également le filtre à l'entrée. C'est-à-dire que le filtre à l'entrée, on est dans une forme d'entrisme, dans une forme d'entre-soi. En général, vous verrez que les startups qui vont lever le plus de fonds sont des startups qui ont eu une certaine acquaintance avec quelqu'un au sein de la structure de financement. Donc, un outsider, par exemple, là, qui viendrait avec un projet aussi pharaonique, aussi intéressant, ne peut passer véritablement en toute logique devant les autres concurrents parce que ces autres concurrents auront quelqu'un dans la structure de financement. Donc l'entre-soi également, c'est quelque chose qui freine véritablement la France. On ne reconnaît pas, on vous reconnaît pas souvent à votre juste valeur.
Et en plus de cela aussi, alors je vais pas parfois tomber dans la victimisation, mais il y a une forme également de classe, de regard, voilà, une certaine forme par exemple de dire les projets qui vont peut-être passer, c'est en fonction du fait que si vous avez fait des grandes écoles, votre parcours académique, votre parcours social, tout cela, tous ces éléments-là vont entrer dans le jugement, dans la perception générale que, donc par exemple BPI France, ces structures-là vont vous donner comme crédit. Et pourtant, il peut arriver que vous ayez peut-être un parcours un peu atypique, mais que derrière votre projet soit un projet de grande valeur ajoutée. Sauf que dans ce cas particulier, vous serez recalé et on préférera quelqu'un qui vient peut-être du 16e, de Versailles, alors que cette personne-là vient avec un projet à la con, va juste lever des fonds, mais derrière, aucun produit ne sortira véritablement. Donc, voilà véritablement quelques éléments clés, parce que j'ai vécu ça de l'intérieur et je vous ai un peu esquissé ce qui pêche, entre guillemets. Donc, voilà ce qui devrait être réformé. Ces structures-là, soi-disant, innovatrices, sauf qu'on rencontre un écosystème encore rigide, pas assez adaptable, malléable pour pouvoir comprendre véritablement les besoins du marché et s'adapter au profil des créateurs, au profil justement des vrais entrepreneurs pour le coup. On va prendre une nouvelle question et s'arrêter là. Donc, l'écosystème des startups françaises. Alors, le défi des mathématiques et de l'éducation. Alors, très bon sujet, très bonne question. J'aime bien également ce sujet de question. Les IA sont très forts, vous l'avez dit, on a des super formations. Et notamment, voilà, on peut s'en réjouir, mais c'est vrai qu'ils sont surtout aussi là grâce à un système éducatif qui a 20 ans. Et en IA, il y a quand même un sujet, moi, qui m'a interloqué, c'est que le nerf de la guerre, c'est les maths. C'est-à-dire que les gens qui sont bons en IA sont des gens qui sont forts en maths. C'est ce que je me tue à vous dire. Donc, une fois de plus, pour celles et ceux qui avaient encore un doute, les classes préparatoires scientifiques est un très bon système pour la France et je pense qu'il faudrait que la France, l'État français, puisse mettre les choses en œuvre tout de suite pour pouvoir continuer à faire perdurer ce système-là. Le problème, comme je vous ai déjà dit ici tout à l'heure au préalable et même dans d'autres vidéos, c'est que ce système est en train de se casser la gueule pour plusieurs raisons. Les jeunes ne veulent plus faire des classes prépa parce que les sciences mathématiques, les sciences physiques, etc. sont considérées comme des sciences ésotériques. Et en plus de cela, on vit dans une société où les jeunes sont de plus en plus distraits par les réseaux sociaux en particulier, mais pas tout un tas de conneries là dehors, d'accord? La fabrique du crétin qui est un phénomène en forte expansion. Donc, faire des mathématiques, quand on sait très bien évidemment que cela demande de la patience, de la rigueur, une certaine forme d'envie également aussi. Tous ces éléments-là mélangés créent une forme d'antagonisme au sein de l'esprit des jeunes aujourd'hui. Donc les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils ont la possibilité de ne plus faire les mathématiques, préfèrent aller faire des sciences, on va dire économiques, faire des sciences économiques, aller en école de commerce, faire de l'alternance pour mitiger ou ne pas faire trop de mathématiques. Toujours est-il que dans le secteur de l'intelligence artificielle, les esprits les plus brillants, et comme je l'ai dit, je suis passé par là, j'ai vu le système de l'intérieur. Et déjà, en soi, ça vous permet d'avoir un très bon poste en entreprise. Mais pour celles et ceux encore également qui travaillent dans des projets innovants, les meilleurs, la crème de la crème, Polytechnique, par exemple, X, Minpon, Centrale, etc., un certain nombre de ces individus-là, de ces talents vont à l'étranger parce que la France ne propose pas à leur juste valeur un système méritocratique pour le coup. Mais poursuivons quand même. Et alors, ce qui est encore un peu, je rajoute peut-être cet élément, cet argument, c'est que ce qui est encore plus criant, c'est que malgré ces constatations, malgré cette décrépitude, cette observation, rien n'est fait. C'est beaucoup plus ça qui est encore plus dérangeant. Or, on a quand même un vrai sujet sur les maths. Le niveau des écoliers français, il chute de manière vertigineuse depuis les dernières années dans le classement PISA. On est 23e du classement, alors qu'on est la 7e puissance mondiale tout de même. Comment est-ce que on peut avoir une relève des prochains Yann Lequin et des Arthur Mensch si on est nul en maths? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut jamais dire qu'on est nul en maths, parce que c'est pas vrai. En fait, on a un niveau moyen qui a baissé, mais on a surtout... Moi, je dis que c'est faux. On est nul en maths, ou on devient de plus en plus nul en maths. Le niveau ne fait pas que baisser. Le niveau, alors ce n'est même plus une baisse à ce niveau-là. C'est véritablement
une avalanche. Bah oui, pour le coup. Les jeunes aujourd'hui, alors c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous prenez un élève en 6e ou même en 5e, le simple théorème de Thalès ou en 3e, si les jeunes également ont du mal à reconnaître même des droites parallèles. On est à ce niveau-là, on est rendu à ce level. Ne vous étonnez pas que ces mêmes individus ne veulent plus aller en classe préparatoire scientifique. C'est tout à fait normal d'ailleurs dans ce sens-là, puisque le niveau est tout à fait criant. Beaucoup d'hétérogénéité. Et donc vous avez toujours des gens super forts en maths. Et donc vous avez toujours, et ça on le garde, on l'a toujours gardé quelles que soient les évolutions, des gens très forts en maths. Et on a ces filiations qui existent. Après, vous avez beaucoup d'inégalités dans le niveau de maths, et de déterminisme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est qu'on a un décrochage chez les filles dans les dernières statistiques. Donc ça, on a un plan qui est en train de se déployer pour le relever. On a toujours un plan, vous voyez. Le cœur du sujet, il est sur la formation des profs, sur les changements des méthodes pédagogiques, pour rendre aussi un apprentissage des maths beaucoup plus ludique, et sur plus d'heures et des heures de soutien qu'on a remis au début du collège. Bon, j'avoue également, en France aussi, c'est que faudrait peut-être revoir dans une certaine moindre mesure l'enseignement, la pédagogie autour des mathématiques. Cela peut donner parfois à certains élèves la manière dont les mathématiques sont enseignées, ces sciences dures sont enseignées, comme on dit, un aspect très négatif. Donc, ça ne favoriserait pas l'élève qui voudrait même être passionné par les maths de se lancer, de se mettre véritablement à l'apprentissage des mathématiques. Mais encore une fois de plus, il faudrait observer ce qui fonctionne déjà. En Asie, tout particulièrement, le système y fonctionne. Et je prends même certains pays d'Afrique qui ont encore gardé l'ancien système de classe terminale C, voilà, que l'on ne retrouve plus en France. On était passé par les terminales S et aujourd'hui on parle même plus quasiment de terminal S, on parle plutôt maintenant de terminal spécial et tout le reste. Mais les anciens programmes étaient véritablement encore très puissant et avec gardé cette rigueur de formation. Je pense qu'avec toutes les réformes éducatives des ministres de l'éducation qui sont passés, on a eu de plus en plus un allègement du programme et aussi ça a créé une certaine faiblesse en fait des élèves puisque on estimait que faire des mathématiques était une option. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est tout. Alors c'est depuis 20 ans, 30 ans en fait. C'est une politique de long terme. Et aujourd'hui, rattraper ce retard-là, ça va prendre du temps, encore une fois de plus, parce que la formation également des éducateurs, des profs, et aussi le niveau des profs qui sont envoyés dans certaines zones éducatives qui ne sont pas favorables. Voilà tous les enjeux autour de la question de l'éducation, du défi des mathématiques et de l'enseignement auprès des jeunes élèves. Mais là, je fais le lien entre nos deux sujets. L'IA, c'est une formidable opportunité. Parce que ce qui peut changer le niveau de maths, et ça on le voit dans tous les systèmes qui ont bougé, c'est pour les élèves qui sont en difficulté d'avoir moins d'élèves par classe, des méthodes plus adaptées, plus de tutorat. Dans les diagnostics de l'OCDE, il y avait notamment le fait que les classes étaient assez dissipées, ce qui expliquait peut-être en partie le phénomène, et justement la présence du numérique, paradoxalement, des tablettes ou des téléphones, qui participaient à créer justement une baisse de niveau en maths. Alors, quand on regarde, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps avec l'expert de l'OCDE sur le sujet, d'ailleurs sur les maths, et avec plusieurs experts. Je vous donne aussi une information très capitale. Le plus souvent, quel que soit le sujet, je précise bien, quel que soit le sujet, et a fortiori un sujet tel que les mathématiques qui demande de la rigueur, de la concentration, vous devez au préalable utiliser le livre, le papier ou la craie, donc aller au tableau de préférence. N'utilisez pas les écrans d'emblée. Vous avez peut-être l'impression qu'à travers les écrans, vous allez plus vite, vous comprenez certaines choses. Je vous garantis que au niveau du cerveau, les études ont été faites, vous pouvez regarder sur Internet, mais les études ont déjà prouvé que l'apprentissage reste beaucoup plus ancré lorsque l'on prend une craie, on va au tableau, ou lorsqu'on prend un livre et qu'on lit un livre ou un stylo et on écrit à la main. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans, alors on me dira c'est peut-être l'ère actuel, c'est le monde qui veut peut-être ça. On est entré dans une situation dans laquelle aujourd'hui tout se fait à travers les écrans. Donc les gamins dès le bas âge déjà ont des iPads, etc. et des tablettes. Ça c'est quelque chose de dévastateur pour leur esprit et pour
leur donner l'envie d'apprendre les mathématiques, d'aller plus loin. Je pense que ça également, ceci devrait être adressé comme problème. Il y a la méthode d'apprentissage qui est pas assez ludique en France. Et après, vous avez raison, c'est pas une vérité pour tous les élèves, mais les élèves qui sont les plus en difficulté, il y a une très grande sensibilité du résultat au nombre d'élèves par classe. Et donc là, ce qu'on fait, c'est d'abord on a dédoublé les classes dans les endroits les plus difficiles, et là on voit les premiers résultats. Mais on doit aller beaucoup plus massivement. Alors ce qu'on a réintroduit il y a 2 ans maintenant, c'est 1 heure de soutien par semaine en 6e, maths ou français selon les faiblesses, des évaluations chaque année, donc ça va nous permettre d'améliorer les choses. Mais si on veut vraiment craquer quelque chose de massif, quand on regarde par exemple ce qu'a fait Singapour, alors il faut changer, Singapour. Il faut changer quelques éléments. La méthode Singapour est une méthode très connue mondialement et qui a fait ses fruits et qui porte véritablement de vrais résultats. Ça fait depuis des années qu'on fait que réciter, parler de cette méthode-là, pointer, enfin la mettre en exergue, mais sauf que rien n'est fait pour pouvoir effectivement l'utiliser et l'implémenter au sein du système éducatif. Encore une fois de plus, ce sont des discours, c'est très bien, mais dans les actions, dans les faits, je ne vois rien. Je pense que on va s'arrêter là. Dans notre pédagogie, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait en renforçant la formation des maîtres, y compris en maths, parce qu'on a vu... Vous êtes pressé. Je propose 60 secondes pour répondre. Le format quasiment classique que j'ai volé à un ami, où je vous pose des questions très simples, avec des réponses courtes, et on les enchaîne. Ça vous va? Ok. Est-ce que vous avez déjà codé en Python? Non. Bonne question. Vous utilisez quelle messagerie chiffrée pour parler à vos conseillers? Alors, Olvid pour mes conseillers et mes proches, Signal. Vous n'utilisez pas de chat? Bon, je pense qu'il a peut-être pas tout dit, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Bon. Vous avez déjà écrit un discours avec l'IA générative? Non, mais j'ai déjà testé, après avoir fait un discours sur l'IA générative, ce que ça donnait. Alors, tester, je pense qu'il y a un glissement sémantique, mais je ne le crois pas. Bon, c'est mon avis. Vous avez le droit aussi d'avoir le vôtre. Aujourd'hui, et d'autant plus les dernières versions GPT-4 sont quasiment très puissantes pour pouvoir rédiger des thèses, d'accord, du niveau de rédaction et de résolution d'un problème de mathématiques. Donc, écrire un discours aujourd'hui avec les dernières versions de ChatGPT, Claude, etc., c'est un jeu d'enfant. Voilà, moi je pense plutôt que c'est le contraire, mais bon, comme il l'a pu dire, on lui donne du crédit. Il a dit tester à minima. Je pense que dans le test il y avait bien l'intention d'écrire un discours avec ces outils en question. C'était pas ouf. Non, voilà, bonne formule. Il a pas bien utilisé le bon outil, encore une fois de plus. Pas ouf. Est-ce que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire? Je pense qu'elle en créera plus. Y a-t-il un risque? Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord pour la simple bonne raison que c'est la fameuse thèse de Joseph Schumpeter, destruction créatrice. À chaque nouvelle technologie, chaque nouvelle innovation, il y a une forme de destruction quelque part des emplois. Alors, c'est parfois mal compris cette thèse-là. Quand on parle, ce n'est pas une destruction en soi, c'est une forme, c'est adaptation. Le mot serait plutôt dans ce sens, parce que l'avènement de la nouvelle technologie, de l'innovation en question, fera en sorte que le marché va devoir s'adapter. Et dans cette adaptation, va se créer de nouveaux emplois. Et c'est donc la partie créatrice que l'on met en avant. Et l'IA également n'échappe pas à cette idéologie-là. Donc, à chaque nouvelle technologie, c'est toujours ce phénomène qu'on a constaté. Donc, la question ici pour vous, elle est plutôt de savoir comment est-ce que vous allez vous adapter à l'IA et donc attirer votre épingle du jeu pour pouvoir être à jour des compétences qui seront demandées par les employeurs. Risque d'abrutissement des masses avec l'IA? Il y a un risque si on ne forme pas nos jeunes et nos moins jeunes à l'esprit critique. Et donc ça, c'est déjà quelque chose que l'on constate de manière perceptible avec les deepfakes, les fausses informations sur les réseaux sociaux. Et les jeunes aujourd'hui ne tentent plus, alors pas que les jeunes d'ailleurs, parce que de fois on décrit les jeunes, mais les adultes également crétins qui sont prompts à cliquer sur tout et n'importe quoi sans vérifier au préalable. Donc faites attention, les grands modèles de langage, toujours est-il que aussi puissants, voilà. Et
il y a des moments où ces modèles hallucinent. Donc, le phénomène d'hallucination arrive quand ces modèles-là commencent à inventer des fausses réponses. Et si vous ne prêtez pas attention et si vous n'êtes pas rigoureux dans votre exercice, vous allez être bluffé. Donc, faites attention également à ne pas être abruti, voilà, par ces outils en question. Même si de plus en plus, il y a des méthodes pour pouvoir rendre ces modèles beaucoup plus factuels. Mais il y a un gros risque, notamment vis-à-vis de la jeune population, vis-à-vis des jeunes, à l'abrutissement, parce que justement les informations ne sont pas vérifiées et les jeunes également ne sont plus aptes à faire l'effort de plus pour être toujours dans l'esprit critique. L'esprit critique à l'ère du numérique, pour reprendre la formule du professeur Bronner à qui j'avais demandé un rapport il y a quelques années, c'est vital. On a demandé à une IA quel est votre principal tic de langage. J'ai pris les derniers discours, on lui a donné. À votre avis, c'était quoi qui est sorti? Je sais pas trop, allez-y. Il a dit formidable et hyper. Ah bon? Il y avait le classique en même temps. Oui. Les fameux en même temps. Hein. Et les plus originaux, c'était formidable et hyper. Bon, c'est un petit clin d'œil à Aznavour pour le premier. Exactement. Vrai ou faux, les États-Unis innovent, l'Europe régule. C'est la formule qu'utilisent beaucoup. C'est faux et c'est à nous de le montrer. Bon, je suis pas d'accord avec lui. Voilà. Elon Musk vous impressionne? Non, mais je trouve que c'est un très grand entrepreneur. Les artistes doivent-ils avoir peur de l'IA générative? Ils ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent pouvoir l'utiliser dans un cadre, là aussi, de confiance, comme je le disais. Et donc, je profite, cette question ne s'adresse pas uniquement aux artistes, mais à tout un chacun là. D'ailleurs, quel que soit votre métier, quelle que soit votre activité, vous serez impacté par l'intelligence artificielle. Quand on parle aujourd'hui des artistes, donc on touche à la question de la création. Un musicien, un peintre, etc. Les IA aujourd'hui sont capables de produire des belles images, des images quasi humaines, donc qui donnent l'impression que un artiste aurait fait cette peinture en question. De même que dans la musique, les IA aujourd'hui sont capables de produire de la musique parce qu'évidemment le niveau d'avancement, la manière dont ces IA sont entraînées avec un entraînement beaucoup plus poussé fait que ces outils aujourd'hui sont capables d'arriver à une évaluation, à un modèle et un résultat très très fiable. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est toujours trouver votre part de créativité qui est toujours là, qui sera toujours là, et de la conjuguer avec ces outils d'intelligence artificielle. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. On va s'arrêter là et merci de m'avoir suivi. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai essayé de faire très court et de vous donner un maximum d'informations le plus rapidement possible pour que cela puisse être bien assimilé. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.